Alors, avant de commencer à faire un focus sur un point plus spécifique par technique, je voudrais juste discuter de certains exercices d'analyse. C'est-à-dire que là, dans vos diapositives, il y a une partie, normalement c'est que regarder en premier pour traiter les exercices d'analyse. Dans les exercices d'analyse, à la fin de vos TD, vous avez de l'infrarouge, de la spectrométrie de masse, de l'ARMN du proton, de l'ARMN du carbone. Et à partir de ces données-là, vous pouvez retrouver la formule brute et formule développée de votre composé. Alors, il n'y a pas la formule, vous n'avez pas la formule brute là. On peut la deviner de façon indirecte. Je vous parle un tout petit peu de la méthode et en fait de la méthodologie, et après je vais plutôt faire un focus sur le spécifique pour pouvoir faire les TD. Et on travaillera plutôt, en fait, donc il y a quelques diapos que je ne vais pas faire là de suite, je reviendrai plutôt en fin de cours. Le but, la méthodologie, pour analyser des données spectrales, c'est d'essayer déjà de trouver la masse moléculaire, donc l'exercice qu'on vient de faire. C'est-à-dire que vous avez un spectre, vous devez dire, tiens, celui-ci c'est le plus lourd, c'est celui où il y a le plus d'atomes accrochés, et il est de tant de UMA. Est-ce que dans ce pic-là, est-ce qu'il a des pics juste à côté, avec enfin ils sont de 2 en 2, ça voudrait dire qu'il y aurait des halogènes. Donc en gros, est-ce qu'il y a un massif halogéné? Donc ça, quand on en aura vu plusieurs, ce sera plus évident. Puis, à partir de là, on pourrait dire, ah tiens, mais combien j'ai d'atomes avec ce poids-là? Et après, on va aller chercher les fonctions chimiques les plus évidentes en infrarouge, par exemple, ou en RMN. On va pouvoir en déduire une formule brute. Et avec la formule brute, et ça c'est un exercice de TD, donc ça va être intéressant de le faire, on peut calculer le nombre d'insaturations et de cycles. C'est-à-dire que si l'on prend une molécule carbonée, et que tous les carbones ont des hydrogènes, donc par exemple le méthane c'est CH4, et l'éthane avec 2 carbones c'est C2H6. Les 2 carbones sont liés ensemble avec une simple liaison, et il y a 6 hydrogènes. Si tu prends le même nombre de carbones, mais tu imagines une double liaison, à la fin le carbone il doit avoir que 4 pattes au maximum, donc il ne peut plus y avoir 6 hydrogènes. S'il y a une double liaison carbone-carbone, tu as forcément perdu 2 hydrogènes. C'est-à-dire que chaque carbone a perdu une patte pour fabriquer une patte en commun. D'où, en fonction du nombre de carbone et d'hydrogène, tu pourrais essayer de deviner le nombre d'insaturations, c'est-à-dire le nombre de doubles liaisons. Mais ça marche aussi quand on fait un cycle. Si on prend 4 carbones et on en branche 2 ensemble, et ben tu vas bien prendre une patte de chacun des carbones d'extrémité pour la mettre ensemble pour fabriquer une liaison ensemble, et tu as perdu 2 hydrogènes. D'où on dit que c'est le nombre d'insaturations ou de cycles. Et il y a une formule qui dépend en fait du nombre de pattes de chaque atome. L'indice d'un INS, c'est toujours 1 plus le nombre d'atomes à 4 pattes, tétravalent, comme le carbone par exemple, plus le nombre d'atomes à 3 pattes divisé par 2, c'est-à-dire le nombre d'azote, principalement. Moins le nombre de monovalents divisé par 2. Et les monovalents, c'est les atomes qui n'ont qu'une seule patte. Principalement hydrogène et fluor, chlore, brome, iode, les halogènes. Cette famille-là, cette colonne-là, elle fait en règle générale une seule liaison, et c'est pour ça qu'on dit qu'il est monovalent. Alors, pour essayer de se souvenir de cette formule, un moyen mémotechnique, c'est d'imaginer que donc c'est 1, que le poids pour les tétravalents c'est de 1, c'est-à-dire que chaque tétravalent compte pour 1, puis tu enlèves 1 demi, c'est-à-dire que tu perds une patte, donc on passe de tétravalent à trivalent, et tu perds 1 demi, et le poids là il est plus que de 1 demi. Puis tu enlèves une patte, de trivalent on passe à divalent, et le poids il est de 0.
Donc il est passé de 1,5 à 0. Puis tu enlèves encore une patte, il est monovalent, et dans ce cas-là, tu as un poids de moins 0,5. Donc là, ça fait une fois par atome tétravalent, une demi-fois par atome trivalent, 0 pour les atomes divalents, moins 1,5 pour les atomes monovalents. C'est ce qu'on appelle l'indice d'insaturation et de cycle, et c'est l'exercice juste après. C'est-à-dire que là, sur les 5 formules que l'on a fait, on fera ça la prochaine fois. Je vous demande de calculer l'indice d'insaturation et de cycle, d'accord, de non-saturation ou l'INS, et tout ça, c'est pareil. C'est à partir de cette formule-là, trouve-moi cette valeur-là. Puis, pour le composé A, il faudrait essayer de trouver des dessins de molécules qui ont cette formule-là. Donc, c'est plus un exercice de nomenclature. Puis après, pour les 5 formules, il faut retrouver qui est qui pourrait être celle-ci, parmi celles que tu as trouvées là. Alors, donc là sur les bromes, donc là c'est les halogènes, c'était juste pour vous indiquer, donc là c'est un TD d'analyse, donc là il faudra de RMN, donc là ce serait bien qu'on fasse de la RMN là maintenant. Et le TD calcul de la masse et de l'INS, c'est ça. C'est-à-dire que là, ici, vous avez des formules développées, à vous de recalculer la masse du composé et son indice de saturation. Alors là, comme vous avez la formule développée, l'indice de saturation et de cycle, il est évident. Mais je vous demande de le faire avec la formule et de retrouver en fonction de ce que vous avez trouvé, voilà, que ça corresponde au bon truc. Là, c'est de la spectrométrie masse et là, il y a l'exercice d'analyse globale. D'où on va aller faire un peu de technique sur les métaux de transition parce que vous avez un TP. Vous allez faire un TP projet sur Angers et donc pour cela vous allez notamment essayer de chercher un polluant, et dans la liste des polluants prioritaires que nous avons établis la dernière fois, il y avait des halogènes, des composés halogénés, des composés aromatiques, polyaromatiques, etc. Mais aussi vous avez certains métaux, cadmium, sélénium, etc. Donc là ici, toutes les techniques que l'on vient de discuter ne sont pas du tout adaptées pour les métaux. C'est pas comme ça qu'on va chercher s'il y a du chrome ou pas. D'où, passons 20 minutes à essayer de discuter comment on fait pour les métaux. On aura principalement ce que l'on appelle l'absorption atomique et émission de flammes. Donc là, je suis allé chercher des figures du livre d'analyse chimique de Rossac. Et la spectrométrie d'absorption atomique, et d'émission de flammes, on la traite après, elle permet de doser dans à peu près tous les échantillons, mais de préférence liquides, un ou plusieurs éléments métalliques. C'est plutôt des métaux qu'on fait ça. Les appareils qui correspondent permettent pour la plupart d'entre eux d'exécuter des dosages en suivant l'une ou l'autre de ces méthodes. Donc, ça nous permet d'avoir des concentrations inférieures au microgramme par litre. Et voici le fonctionnement. On a plusieurs possibilités. Alors, si on envoie par exemple une lumière, si c'est de la lumière blanche, le faisceau, on essaye de faire un collimateur, donc on fabrique en fait, parce que là les photons ils partent dans toutes les directions, donc on essaye de rassembler une partie des photons de ceux qui passent par là, on les met dans un prisme pour diriger où est-ce que ça va, et on verra une bande. Donc là par exemple, ça c'est un truc typique de l'absorbance UV visible, il suffit qu'après on mette un échantillon et on aura de l'absorbance. Ici, là il s'agit plutôt de prendre un composé, et on va brûler le composé et en fait il va émettre de la lumière. Donc un exemple c'est tu chauffes du sodium, le sodium quand il chauffe il envoie
non pas de la lumière blanche, mais une lumière jaune très particulière. Si vous voulez savoir de quelle lumière jaune, c'est la lumière jaune du tunnel d'Avrier par exemple, celle des anciens phares de voiture. Un jaune assez chaleureux, et en fait il est très défini puisqu'il a une certaine longueur d'onde donnée. On n'a pas un spectre continu, on a juste certaines longueurs d'onde données. Quand on envoie de la lumière blanche et en même temps on excite, en fait on va voir les complémentaires, c'est-à-dire en gros ce qui n'est pas. Et en fait on va avoir un spectre continu avec des raies sombres d'absorbance du sodium. Alors, pour essayer de vous refaire le lien, on va dire, avec ce qui peut se passer, voici un diagramme en énergie. Alors, n'ayez pas peur. Le but, c'est, moi j'ai un atome, il est à son état fondamental. Donc là, ici, la figure nous propose le sodium. Les électrons de valence les plus hauts en énergie, ceux qui veulent en fait s'exciter, sont des électrons 1s. Ils vont pouvoir passer à un niveau 3p. Donc là en fait on a des orbitales, c'est-à-dire en fait il y a des niveaux en fait d'énergie, et ils vont passer de niveau en niveau en fonction de la lumière qu'il reçoit. Si ici on lui donne, donc là par exemple 700 nanomètres, ça correspond à rien. C'est-à-dire que pour avoir des raies d'absorbance, ce qu'il se passe, c'est que si on lui donne quelque chose de 330 nanomètres, il va absorber, il va aller atteindre ces niveaux-là. Si on lui donne 589, il va atteindre ces niveaux-là. Si on lui donne 818, ce qu'il va faire c'est 589 puis celui-ci, et il atteint le niveau 3D, etc. Donc là ici, ce qui va se passer, c'est que c'est ce qui se passe ici. C'est-à-dire que là, en fait, avec les flammes, il est énervé et on voit la désexcitation, c'est-à-dire que les ions de sodium excités parce qu'ils ont brûlé sont à un état supérieur, et en redescendant, ils vont envoyer de la lumière qui a cette longueur d'onde là. Donc on voit ici que certaines longueurs d'onde. Il n'envoie pas toute la lumière possible. Et là ici, on passe en phase gaz à l'état excité et on les réexcite. Alors là, ce qui peut se passer, c'est que il est là, c'est-à-dire qu'il est déjà excité parce qu'on l'a chauffé, et en fait, il va passer directement à des niveaux plus hauts, et ça nous permet parfois d'avoir d'autres longueurs d'onde. Mais l'idée, c'est que de toute façon, on fabrique des transitions, c'est-à-dire un passage d'un état à un autre, que ce soit à partir de l'état fondamental vers un état excité, ou de l'état excité vers l'état fondamental, donc ça c'est de l'émission. Quand on passe de l'état fondamental à l'excité, c'est de l'absorption. Et des fois, on passe déjà d'un état excité à un autre état excité. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est les niveaux énergétiques pour les métaux sont caractéristiques du métal. C'est-à-dire que si on a une double raie à 589 et 589,6, il n'y a que le sodium qui fait ça. Et donc, on peut se brancher sur des longueurs d'onde caractéristiques, et on va préparer un appareillage qui va, on va lui dire, ben voilà, je vais brûler, je voudrais chercher du sodium. Il va se brancher à cette longueur d'onde, il va passer en excitation, soit en absorbance, soit en émission, en fonction de la machine, hein, et il va mesurer la réponse. C'est-à-dire, ah oui, il absorbe, oui, il absorbe pas. Alors s'il absorbe pas, c'est qu'il n'y en a pas du tout, ça c'est plié, ou alors il est en dessous de la limite de détection. Et s'il absorbe, vous avez une quantité d'absorbance ou une quantité d'émission. Et après, d'où, qu'est-ce que l'on fait? On va faire une droite d'étalonnage. C'est ce que vous allez faire. C'est que vous allez préparer des échantillons
à des concentrations bien spécifiques qui vont former toute une gamme. Et en absorption atomique, la concentration est déduite de la quantité de la lumière absorbée par les atomes. Donc en gros, ils sont à l'état fondamental, ils montent à un état excité. Et en émission de flamme, en fait, on les a excités et on attend de voir à quel état ils reviennent à l'état fondamental et ils émettent de la lumière. Donc absorption, on absorbe, on était à un état fondamental, on passe à un état excité. En émission de flamme, c'est qu'on est à un état excité et on envoie de la lumière, on émet de la lumière et on repasse à l'état fondamental. Dans les deux cas, en fait, on a émission ou absorbance d'une longueur d'onde caractéristique et associée à une courbe d'étalonnage. Si notre échantillon mystère il est dans la courbe d'étalonnage, dans la zone, eh ben on est pertinent pour dire ah, j'en déduis que ma concentration est de temps. Et vous pouvez donc doser des métaux en solution. Et vous n'avez pas dosé le reste. Parce qu'en fait, tu brûles tout. Et si ça émet à 590 nanomètres, c'est qu'il y a du sodium. Il n'y a rien d'autre. Enfin, si, il y a d'autres choses, mais je veux dire, il n'y a pas d'autre élément chimique qui va émettre avec ce processus à cette longueur d'onde. Alors, ça ne veut pas dire que toutes les longueurs d'onde sont caractéristiques. Mais disons qu'on a toujours trouvé, pour 70 éléments chimiques quand même, des longueurs d'onde qui sont caractéristiques de l'élément chimique. Attention, on ne passe pas en revue toutes les longueurs d'onde. C'est-à-dire que c'est pas une expérience où on va se dire bah tiens, je vais exciter et je vais passer en revue pour essayer d'en déduire les métaux qu'il y a. Parce que en fait c'est trop rapide, on n'a pas le temps de faire ça. Donc ce que l'on fait, c'est que on cherche particulièrement un élément chimique. C'est-à-dire que tu prends ta solution et tu dis bah, je vais doser le chrome. Et donc tu brûles ou tu fais de l'absorption atomique et tu vérifies dans la gamme dans les longueurs d'onde caractéristiques du chrome s'il y a quelque chose. Il n'y a rien, il n'y a pas de chrome. Il y a quelque chose, et ben on se réfère à une dose d'étalonnage et puis etc. On en déduit la concentration. D'où la spectrométrie d'émission atomique. Je crois que c'est celle que vous allez faire en TP à Angers. Je me souviens plus si c'est cette machine-là ou pas. On va exciter nos atomes, en fait, souvent en les brûlant. Donc là ici, c'est ça. Plusieurs procédés sont utilisés pour dissocier les échantillons en leurs éléments constitutifs, notamment par l'effet de température très élevé généré par des plasmas. Donc en gros, on brûle à une haute température et en fait les atomes sont dans une phase gaz plus ou moins sensibles les uns aux autres, mais qui commencent à se séparer. Quand tu fais ça, c'est plus compliqué qu'une émission de flamme parce que si tu brûles trop de choses différentes et que ton plasma est compliqué, c'est-à-dire que si ton gaz d'électrons il est en train de se déplacer, etc., tu peux avoir des phénomènes de décalage de bande, ce qu'on appelle des effets Doppler. Ce que vous avez déjà entendu, c'est quand vous entendez pas assez les pompiers et le pimpon il change de tonalité en fonction du déplacement et de ta position par rapport au camion. En réalité, il ne change pas de tonalité. C'est l'onde qui est perçue différemment parce que elle se déplace, la source se déplace par rapport au capteur en fait, en même temps que tu l'analyses. D'où en analyse chimique, on a donc plusieurs possibilités pour pouvoir travailler en absorbance ou en émission. Alors, ici, là, un schéma très simple, c'est j'ai un échantillon, j'ai une source d'ionisation d'excitation, j'essaye de séparer, en fait, de récupérer mes faisceaux pour les mettre dans un laser, enfin pas un laser, mais dans un rayon qui me permet de le guider ou de le dévier, en fait en gros de l'amener jusqu'à la caméra. Avec la caméra, après la caméra,
on va passer de l'état excité à l'état fondamental, ou alors ça dépend, mais là pour l'absorbance ça aurait été l'inverse, et on a donc des pics très fins qui disent ah tiens, là à cette longueur d'onde là, si j'ai cette longueur d'onde d'absorbance, c'est caractéristique de tel atome, et donc effectivement là ce serait bien, je dois avoir du chrome. Voilà, donc ça c'est pour les métaux. Quand on a des composés organiques, une fois qu'on a fait notre séparation, on va pouvoir aller plus loin. C'est-à-dire que autant le métal, vous avez pu voir que dans les polluants, le métal, en fait, c'était marqué les dérivés sélénium, les dérivés de chrome. C'est-à-dire que le métal en lui-même est toxique. Alors qu'en chimie organique, on va pas pouvoir dire ah ben les composés qui ont du carbone sont toxiques. Ben, c'est pas possible. Je veux dire, on est tous carbonés et tout ça. Non, c'est-à-dire certaines combinaisons, et donc on peut pas s'amuser à tout éclater. Dans le sens où on peut pas tout brûler, juste dire ah ben j'ai tant de carbone, c'est donc toxique. Il va nous falloir étudier dans le détail la composition du mélange et aller chercher particulièrement des molécules développées. Et là, d'ailleurs, on en avait discuté la dernière fois, plutôt que de faire des familles, actuellement la législation c'est molécule par molécule. Comment on fait? Donc, première technique que l'on va aller regarder, la spectrométrie de flamme. Pardon, spectrométrie de masse. J'ai un petit coup de barre là. Dans la spectrométrie de masse, on en a reparlé juste avant là, j'ai une chambre d'ionisation. C'est-à-dire j'arrache un électron. Je suis aspiré parce que ici je suis dans un champ électrique et moi j'ai une charge et je suis attiré par les charges. Je suis dans le vide là, on me fait tourner parce que je suis dans un champ électrique et encore tourner. Et j'arrive et je suis capté. En fonction du temps que j'ai mis, eh ben on en déduit mon poids. C'est-à-dire que c'est le temps de vol souvent qui est indicateur du poids du fragment. Alors pourquoi fragment? Ben, parce que la molécule, quand elle rentre dans la chambre, après ionisation, elle a ce qu'on appelle de l'énergie cinétique. Quand on lui a arraché un électron, il a reçu un excès en énergie, et cette énergie, lui donne une certaine inertie, enfin une vitesse de démarrage, et après il la garde, et il a une énergie interne qui lui permet de faire de la réaction chimique dans la molécule. C'est-à-dire en fait, la couverture électronique, elle va se réadapter, etc. Et ça peut amener à casser des liaisons. Ce qu'on appelle la fragmentation. On avait pris comme exemple le méthanol, d'accord, qui est un alcool qui rend aveugle. C'est clairement pas. C'est pour ça qu'on fait de la double distillation dans les alcools forts de consommation et qu'on ne boit pas de la vodka en Russie faite par le paysan du coin. Parce que si elle n'a pas été doublement distillée, la vodka est particulièrement susceptible d'avoir du méthanol. Et voilà. Alors à partir de là, d'ailleurs au passage, il y a eu a priori en Russie, ils se sont fait une grosse fête et il n'y avait plus d'alcool et il y en a un qui était allé chercher en fait un dérivé d'alcool mais qui n'était pas consommé. Ouais, alors en fait c'est ce que c'était pas du gel hydroalcoolique, c'est une matière première effectivement un composé, un dérivé d'alcool qui va servir après au gel. Donc normalement c'est de l'éthanol, mais clairement c'est pas de l'éthanol qui est prévu pour la consommation. Donc il y avait plein de trucs à côté. Et ben en fait, voilà, il y en a beaucoup qui sont morts. Ouais, voilà. Donc c'est pas le genre de choses à faire, mais de façon générale, les alcools de patates, il
faut bien les distiller parce qu'ils sont chargés en méthanol. On a, fin de la parenthèse, définition de la spectrométrie de masse. Donc, par rapport au tout premier cours, je vous avais dit, il y a des méthodes qui sont destructrices et d'autres non. Là, c'est vraiment une méthode destructive. C'est-à-dire que la molécule va être ionisée et elle va se casser. Si tu as tout ton échantillon, tu n'auras plus rien à la fin. Donc c'est plus reproductible. Ça marche pas mal, mais il faut que la molécule puisse s'évaporer parce que souvent normalement on travaille en phase gaz. Donc les ions et les molécules trop lourds, ça marche pas. Donc en gros, les gros polymères de l'ADN et tout, ça marcherait pas. Ça permet de peser, en fait, donc on fait un relevé de la quantité de fragments en fonction de leur masse et de leur charge. Alors pourquoi en fonction du rapport masse sur charge? C'est parce que dans les virages, s'il y a un fragment qui a une charge supérieure à 1, et ben en fait il va être doublement attiré. Donc en fait il va aller 2 fois plus vite. L'unité de mesure, on en a parlé, c'est l'unité de masse atomique, notée U ou UMA. Donc une UMA, c'est la masse d'un proton. À peu près. Et ce qui se passe, c'est que donc en fait c'est basé sur 1/12 de la masse du carbone. Sauf que les noyaux, la vraie masse d'un proton, c'est pas 1. Donc on a, dans le tableau en fait que vous avez une masse exacte avec des décimales et une masse sans décimales. Dans certains appareils, on va utiliser des masses exactes pour bien faire la différence avec entre un soufre qui pèse 32 et 2 oxygènes. Alors, hop, la table dans votre fascicule, elle est en page 6. Et si vous voyez, le soufre là, il pèse 32, l'oxygène il pèse 16, et en plus la chimie des deux est assez similaire. Donc on pourrait confondre un soufre pour 2 oxygènes. Sauf si on regarde les décimales, parce que dans ce cas-là, en fait, l'oxygène c'est 15,99,49, et 2 fois cette valeur-là, ça fait pas 31,97,20. Donc dans nos appareillages en recherche, on utilise souvent en fait une masse exacte, ce qui nous donne une meilleure précision sur la formule brute. Nous là, on va travailler sur le nombre de masses et donc la masse basse définition. La masse moyenne, c'est la masse chimique. Et en fait, nous avons parlé notamment du brome. Et là, c'est l'exemple type qui permet de comprendre. Le brome, quand on regarde le tableau, nous est indiqué une masse de 79,90, c'est-à-dire de 80 à peu près. Or, le brome 80 n'existe pas. Il y a du brome 79 et il y a du brome 81. Mais comme ils sont tous les deux à peu près 50% du temps, les bromes en moyenne ont une masse de 80. Mais si tu veux regarder molécule par molécule, le brome n'aura jamais une masse de 80. Donc quand vous voyez une masse en grammes par mol, c'est une masse chimique, une masse moyenne. C'est-à-dire en gros, c'est une masse que tu peux peser. Alors que la masse monoisotopique, la masse exacte, c'est une masse où on ne considère qu'un seul des deux. C'est-à-dire que dans ta molécule, tu as soit un brome 79, soit un brome 81, et ils auront une différence ici en unité atomique. Et ce ne seront pas les mêmes masses. Ce qui veut dire qu'en spectrométrie de masse, on va voir des pics pour les cas où il y a des bromes 79 et des pics avec des bromes 81, et ils auront 2 d'unités de différence.
Donc on va pouvoir les distinguer. Et on va les voir proportionnellement à leur rapport isotopique. Là, c'est presque 50-50. Pour les autres éléments, tels que le carbone, l'oxygène, l'azote, par exemple le carbone 13, on a vu qu'il est 1% du temps. Donc cette molécule-là, elle peut exister avec le carbone 13, mais il n'y a qu'une chance sur 100 que ce soit le cas. Donc le pic carbone 13 est beaucoup plus petit, il est 100 fois plus petit que le pic avec le carbone 12. Voici un exemple de massif isotopique. Donc ici on a par exemple le composé, là c'est un C6H6, ce sont les 6 carbones, il y a de nouveau un CH2Br. Donc là ici, ce carbone-là, il a 2 hydrogènes et un brome à côté de lui, 3 et une 4 pattes. Ce carbone, lui, n'a pas d'insaturation. Celui-ci, ceux-ci ont chacun, ils connaissent chacun une insaturation. Donc là, en fait, il y a des insaturations plus un cycle. Au passage, un cycle comme ça, c'est 3 insaturations et un cycle, ça fait déjà en nombre d'insaturations et de cycles 4. Ce qui m'intéresse, c'est que dans la partie à haute masse, parce que là à 91, il a perdu son brome, mais d'habitude, enfin le pic moléculaire, on va le refaire ensemble. Hop là. Nous avons 6 fois 12 plus 5 hydrogènes, 1, 2, 3, 4, 5, plus 12 pour ce carbone-là, plus 2, plus, et là, en fait, donc là on est à 91, plus soit 79, soit 81. Donc, si je rajoute 79, j'ai 170. Si j'avais rajouté 81, j'aurais eu le pic à 172. Et donc le brome 80 n'existe pas. Ce serait un pic à 171. Comme ils ont tous les deux à peu près 51 pour 49, on a en fait une proportion en taille autant de 170 que de 172. C'est ce que l'on appelle le massif isotopique. Et c'est la manière dont on peut déterminer la présence de brome et de chlore. Dans le cas du chlore, le rapport c'est 75% de chlore 35, 25% de chlore 37. Ça veut dire un rapport de 1 pour 3. Le brome c'est 1,5, 1,5. D'accord? Donc là c'est... En fait c'est 3 quarts, 1 quart. D'où, si là tu as un truc, un pic qui est à peu près de 25-30, ben là tu seras entre 8 et 10. Et quand tu remarques que là tu as effectivement une différence de 2 en 2, là, 126, 128, ça veut dire que tiens, j'ai un atome, il a un rapport de 1, 3, avec une masse de 2. Qu'est-ce que c'est? En fait, c'est symptomatique de ton chlore. Dans le cas d'un système polyhalogéné, donc là ici on a 3 chlores pour un carbone, un hydrogène. On a, donc là ici ça c'est le massif où il y a tous les composés. Donc là je reprends. Alors, donc on a 12 plus 1 plus 35 plus 35 plus 35. Ça me fait 118. J'ai une chance sur 4
d'avoir un chlore 37. Mais j'ai aussi une chance sur 4 fois une chance sur 4 d'avoir 2 chlore 37. Et j'ai une chance sur 4 fois une chance sur 4 fois une chance sur 4 d'avoir 3 chlore 37. Ce qui veut dire que, en fait, j'ai des possibilités qui ne... Quand j'ai plusieurs halogènes, j'ai la possibilité d'avoir plusieurs halogènes 37, 30, etc. Donc là, ici, on imagine... Enfin, là, on ne voit pas très bien parce que la molécule, elle se fragmente. Elle arrive rarement, très rarement, à la fin. Généralement, elle a perdu au moins un chlore et elle est dans cette condition-là avec un carbone, un hydrogène et il lui reste que 2 chlores. Quand on regarde ça, j'ai 100 enfin le pic de base, c'est j'ai 2 chlore 35. J'ai 65% d'avoir un chlore 37 et j'ai 10% d'avoir 2 chlore 37. Ça c'est dans la page hop là, 4. Ce sont ce qu'on appelle les massifs isotopiques. Ils ne sont pas à connaître. Si jamais en fait il y en a en examen, vous aurez cette table-là. Par contre, ce qui m'intéresse, c'est que si vous voyez une série de pics de 2 en 2, au niveau du pic moléculaire, vers la fin, et qu'il est sous la forme d'une pyramide, comme ça, là par exemple, tac, 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 vous voyez que ça, c'est le seul qui a 3 pics, et qui est sous cette forme-là, avec un rapport de 1 pour 2 pour 1, et aucun d'autre n'a ça. Celui-là, en fait, il en a un quatrième de pic. Et d'où, en fait, on est capable de vérifier, tiens, ah oui, j'ai un massif halogéné, et visiblement, c'est du BR2. Là, j'ai que des bromes 79. Là, j'ai une chance sur deux que un de mes deux bromes soit 79. Et là, j'ai en fait une chance sur 4 qu'ils sont tous les deux 81. Ça, c'est la première chose à retenir en spectrométrie de masse. D'aller regarder la partie moléculaire, le pic vers la fin, le plus lourd, pour vérifier s'il y a la présence ou pas d'halogène visible, du brome ou du chlore. Donc aujourd'hui déjà, en fait, on a vu comment doser les métaux et là, comment repérer les halogènes. Dans la partie des polluants principaux, prioritaires, vous avez ici déjà donc vous casez deux familles importantes. Pour avancer sur la partie analyse, on peut utiliser aussi l'azote, la spectrométrie de masse pour repérer la présence d'azote dans une molécule. L'azote a 3 pattes et une masse paire. Ça veut dire que si on prend NH3, la masse de l'azote est de 14 plus 3, 17. Alors que le carbone, il a un nombre de masse paire, il est à 12, et si par exemple il a 4 voisins, 4 hydrogènes, tu lui rajoutes une masse de 4, ça fait 16. Là, quand on prend C6H5NH2, ça c'est pair, H5NH2 c'est impair, et N c'est pair, avec le fait, comme l'hydrogène a un nombre impair de liaisons, le nombre de groupements terminaux, hydrogène, etc., qui sont impairs, ils vont se retrouver avec un nombre total impair. C'est-à-dire que quand on a un nombre pair d'atomes d'azote,
c'est-à-dire 0, 2, 4, 6. La masse monoisotopique est paire. Quand on a un nombre de masse, une masse impaire, c'est qu'on a un nombre impair d'azote. Je reprends avec mes composés. Donc mes exemples du TD. C6H12, c'est pair, d'accord? Et il n'y a pas d'azote. En fait, on avait trouvé une masse de 84, si je ne m'abuse. C3H6BrCl. On a trouvé une masse de 156. C'est pair. 0 azote, c'est pair. Masse pair. C2H7N, il y a un azote, donc c'est impair en azote. 45, c'est impair. C17H21NO4, impair en azote, impair en masse. Alors pourquoi? Eh bien parce que donc l'azote il a 3 pattes et ça veut dire que si tu fais la somme de ses voisins, ben, ça va faire une masse impaire. Si tu en mets 2, ben, 3 et 3, 6 pattes, c'est de nouveau pair. Et donc en fait les effets des azotes s'annulent. Le dernier composé, C12H4Cl4O2, c'est pair et effectivement il n'y a pas d'azote. Donc ça c'est assez pratique. On n'aura pas le temps de rentrer sur la fragmentation. Il faudrait que je retravaille ces diapositives là, mais surtout en distanciel. On n'a pas le temps. Ce qu'il faut retenir, c'est que deux formules brutes identiques, mais formules développées différentes, auront des fragmentations uniques. C'est-à-dire que quelque chose qui ressemble aura probablement des fragmentations assez similaires. Déjà, la même formule brute, ça veut dire le même poids à la fin, donc c'est bien 58. On aura peut-être un fragment principal qui sera identique, un fragment principal, un fragment de base, c'est-à-dire l'ion fragment le plus présent. Et par contre, si on regarde le reste, c'est unique. Donc on peut utiliser en fait cette technique, la spectrométrie de masse, comme quelque chose de caractérisation unique. Donc un exemple, vous avez une molécule qui sert dans des cosmétiques ou des choses comme ça, c'est un brevet. Vous voulez vérifier si c'est de la contrefaçon. Si vous avez les données du fournisseur qui vous dit ben, en fait si tu fais de la chromatographie, donc là tu vas séparer tous tes constituants et donc souvent ce qui est indiqué c'est ils disent ben voilà vous prenez tel éluant, c'est-à-dire dans tel vecteur avec tel silice, donc telle condition, au bout de tant de minutes il y a ce composé qui sort et il doit avoir ce spectre là. Donc ça ce sont des techniques de couplage chromato-masse. On fait en phase gaz, en phase liquide, ça peut être haute performance ou pas, et en fait c'est couplé à de la spectrométrie de masse qui permet de dire oui à 3 minutes 30 il y a bien un composé qui sort et il a le spectre de masse qui est attendu. Alors on ne fait pas le spectre de masse de tout, hein. Je vous ai dit ça c'est un puzzle, ça n'a d'intérêt que si on sait qu'on a purifié et séparé. Donc il y a toujours une étape de chromatographie avant. Et une fois qu'on a bien séparé, on casse notre molécule en morceaux et cette brisure, elle est unique. Nous, ça nous permet de l'identifier. Avez-vous des questions sur la spectrométrie de masse? Sachant que, effectivement, sans TD, ça ne parle pas forcément. Donc je vous encourage pour la semaine prochaine à bien prendre le temps de faire les TD où il y a les questions qui correspondent.
Il nous reste une demi-heure pour travailler un peu sur la RMN, pour ainsi pouvoir faire les TD de RMN. Et comme ça, pour la semaine prochaine, on va faire l'utilisation de la spectrométrie de masse, l'utilisation de la RMN. Notamment, ça va vous aider à comprendre des diapos, je l'espère, de cours, quand vous allez les retravailler. Donc là, on est sur le chapitre 5, entre guillemets, résonance magnétique nucléaire. Je vous donne le principe en quelques diapositives. Je vais vous expliquer après comment ça se mesure en pratique et après les interactions entre couplages pour vous expliquer la multiplicité. J'allume dans le bureau parce que je ne vois plus rien. La résonance magnétique nucléaire a deux mots nucléaire, mais ce que l'on fait, c'est que l'on va changer les propriétés de spin nucléaire. Le spin, c'est une propriété du noyau, mais ce n'est pas la propriété de cohésion du noyau. C'est-à-dire qu'on n'attaque pas la cohésion du noyau. On ne va pas casser le noyau, ni le faire fusionner, etc. On ne fait rien du tout sur la radioactivité, etc. Le spin, c'est une propriété que l'on symbolise souvent par une flèche. En gros, c'est une forme de champ magnétique interne qui est expliqué souvent du fait que les noyaux tournent sur eux-mêmes et en fonction du sens de rotation, ça crée comme un petit champ magnétique. Et en fait, on va mettre une flèche qui indique la direction du pôle sud vers le pôle nord. Alors, pardon, du pôle sud vers le pôle nord, si on considère que c'est un aimant, pas le pôle sud et le pôle nord de la Terre. C'est en gros, là, ici, vous avez deux orientations du spin magnétique, et le but de la RMN, c'est de faire passer un maximum de spin qui était comme ça vers l'autre direction. Cette figure-là représente la différence d'énergie entre ces deux orientations. C'est-à-dire que là, il suit le champ, et là, il s'oppose au champ. Le champ extérieur, il est noté comme ça. Donc on dit, bah tiens, voilà, moi, je mets une bobine magnétique intense, ça crée un champ extérieur qui est ressenti, et les noyaux, ils ont tendance à se stabiliser en suivant le champ. Mais la conséquence, c'est qu'ils ne peuvent plus aller en perpendiculaire. C'est soit ils suivent le champ, soit ils s'opposent au champ. S'opposer au champ, ça demande plus d'énergie. Si le champ magnétique est intense. C'est-à-dire que quand on a un champ magnétique qui est nul, il peut aller dans toutes les directions, il n'en a rien à faire. S'il est faible, ou s'il augmente, la différence d'énergie est de plus en plus grande. Attention, quand je dis de plus en plus grande, ça reste des micro-électronvolts. C'est de toutes les techniques que l'on utilise, là, en cours, c'est celle qui demande le moins d'énergie de transition. C'est un phénomène qui affecte assez peu la molécule. On va pouvoir la répéter, elle ne s'abîme pas du tout. La RMN, c'est non c'est non destructeur, sauf qu'il faut préparer ton échantillon, l'avoir solubilisé, etc. Mais en soi, à la fin de l'échantillon, à la fin de la mesure, il existe là. Il existe encore. Donc ça, c'est très intéressant si on travaille avec la juridiction, des trucs comme ça. Ta preuve, tu peux la garder en l'état pour refaire une contre-expertise, etc. Pourtant, la RMN, en fait, c'est une technique qui coûte cher, mais c'est parce qu'il faut créer un champ magnétique et être à basse température. Et en fait, c'est ça qui va coûter cher. La relation fondamentale, on n'a pas à la connaître cette année. Ce que je veux que vous sachiez, c'est
la figure d'avant, elle nous montre que la différence entre les deux niveaux d'orientation de spin est proportionnelle au champ magnétique. Donc c'est ça qui est marqué là, la différence d'énergie entre les deux niveaux. Je m'oppose au champ, moins je suis aligné au champ, c'est proportionnel au champ magnétique extérieur. Et une constante, notamment une constante interne qui dit en fonction de quel spin, quelle valeur j'ai. Et bien sûr, ça dépend aussi de la température. Si tu as de la température, si par exemple là tu es là et que tu es à température ambiante, et bien en fait rien que la température c'est de l'énergie, et cette énergie te permet d'être à cet état-là ou celui-ci. Donc là ici par exemple il disait à température ambiante avec un B0 de 5,3 Tesla, donc on était là. Donc si on imagine un truc qui est à peu près de là, ou même de cet ordre-là, là, on aurait un R, c'est-à-dire un rapport entre les deux, de presque 1. Or nous, on veut qu'il y en ait plus dans N2 que dans N1, on veut donc un meilleur rapport que ça. D'où on va augmenter T, on va augmenter le champ magnétique et on va diminuer la température. Donc en pratique, de la RMN, ça se fait à froid, à basse température, donc on met de l'azote liquide ou de l'hélium liquide, et ça coûte un petit peu cher de temps à remplir en permanence, et on met dans un champ magnétique très intense. Donc les personnes qui ont des pacemakers, etc., ils ne devraient pas s'approcher d'une RMN. Et vous n'amenez pas votre disque dur non plus. Les cartes USB, clés USB, c'est pas très grave parce que c'est plus du stockage magnétique. Mais les anciens disques durs sont des stockages magnétiques et eux, ils se font formater directement. Gamma, d'accord, donc c'est la constante gyromagnétique et quelque chose qui dépend de chaque noyau en fait. Ça dépend à quel point il est susceptible au champ extérieur. Ce que l'on fait aussi en pratique, c'est que on a décidé de s'harmoniser. Donc de temps en temps, et ça c'est ce que j'aime bien dans la communauté scientifique, on oublie nos différences de pays, etc. Et on dit, vous savez, là, la RMN, comme le signal dépend du champ magnétique extérieur, si on a tous nos propres bobines avec des champs magnétiques extérieurs, ce que l'on publie mutuellement, on ne peut pas se le comparer. Ce serait intéressant de pouvoir avoir une valeur qui ne soit pas proportionnelle ou qui ne dépende pas du champ magnétique extérieur. Donc, plutôt que de connaître une fréquence de résonance de notre spin, ce que l'on va faire, c'est qu'on va diviser par l'appareil et on va faire la différence entre notre signal à nous, moins le signal d'une référence commune, qui serait ici le tétraméthylsilane. Donc là, ici, ces carbones-là sont tous les mêmes, il n'y a qu'un seul environnement chimique, et en fait, ils sortent à 0 ppm. Et si tu es plus ou moins déblindé, tu auras une valeur comprise entre 0 et 10 pour les hydrogènes ou 0 et 200 pour les carbones. Donc en fait, l'échelle en RRMN de ppm, c'est une échelle qui a été inventée pour pouvoir faire des comparaisons entre appareils qui n'auraient pas le même champ magnétique. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on met un champ magnétique? On a une physique qui est assez complexe au passage. Là, je suis en train de faire de la vulgarisation vraiment simple.
Il y a des masters entiers spécialisés dans la RMN, et il y en a même sur la physique de la RMN, etc. Mais ce que je veux vous expliquer, c'est donc les fondamentaux, mais pour ça, c'est quand même mieux de savoir un tout petit peu ce qui se passe. Les noyaux sont au centre de, on va dire, de chaque atome. Ils sont entourés d'électrons. Ces électrons ont aussi un spin. Donc là ici, si j'imagine mon noyau d'hydrogène, il a un spin que j'ai mis vers le haut. Les électrons autour de l'hydrogène ont tendance à... il y a des électrons qui ont un spin vers le haut et des électrons qui ont un spin vers le bas, mais certains auraient tendance à mettre un peu plus de flèches vers le bas pour compenser. Surtout, ce qui est important quand on dessine ça, c'est qu'on comprend que les électrons qui sont autour des noyaux protègent par, le noyau, le spin du noyau, du champ magnétique extérieur. C'est-à-dire, en fait, dans la diapo là qui était marquée, c'était marqué blindage, déblindage, et en fait, c'est un vrai terme, c'est pas juste tiens, ça fait cool. La densité électronique, les électrons autour du noyau, c'est une couche de blindage qui en fait protège le noyau du champ magnétique extérieur. S'il y a des failles dans la densité électronique, si par exemple un atome électronégatif tire à lui la couverture électronique et, et en fait le noyau de l'autre noyau il n'a plus une couverture partout, ou en tout cas il a une couverture plus faible, et ben en fait il a perdu de l'armure entre guillemets, il est déblindé et son signal va aller dans les plus hauts ppm. C'est pour ça que le signal en fait de chaque hydrogène et chaque carbone, en fonction de son environnement chimique, en fonction de des atomes qu'il y a autour, sera différent. S'il est à côté du fluor, il est vachement plus déblindé qu'à côté du chlore, que du brome, que de l'iode ou que d'un carbone. Donc il y a une vraie influence en fonction de la couche électronique et de l'environnement chimique autour. C'est pour ça que c'est une technique qui est particulièrement appréciée en chimie organique, parce que quand on connaît bien, ça nous permet de rapidement évaluer les environnements chimiques de ta molécule, et donc de connaître des fonctions chimiques qui existent dans la molécule, et de vérifier si ça correspond à ce dont tu t'attendais, ce à quoi tu t'attends. Une fois que vous avez compris ça, il se passe que lui, le noyau là, ben, il ressent les électrons, mais les électrons se ressentent entre eux, et les électrons entre eux se ressentent aussi avec les noyaux d'à côté. C'est ce qu'on appelle en fait le couplage de Fermi, c'est-à-dire que les noyaux ressentent les électrons, il y a des électrons normalement qui sont flèches vers le haut, flèches vers le bas, mais dans une liaison chimique, ils auront tendance à se polariser un petit peu. C'est pas 100%, 100%, c'est-à-dire que dans une liaison chimique où on considère deux électrons, il ne va pas y avoir 100% de l'électron flèche vers le haut à gauche et 100% de flèche vers le bas à droite. Mais disons qu'il va y avoir une certaine polarisation, un petit excès de flèche vers la droite, vers le bas, qui compense la flèche vers le haut du noyau, et vice versa. Mais moralité, à travers les électrons, les deux noyaux se ressentent. C'est-à-dire qu'ils auront tendance à être en opposition. Puisque lui, il est vers le haut, là, il y a une concentration de vers le bas, donc ça veut dire que là, il y a la concentration de vers le bas, ben, ceux qui sont vers le haut sont concentrés, mais à l'autre bout, ils se concentrent ici, et d'ailleurs, lui, il aura tendance à se mettre aligné vers le bas. C'est ce que l'on appelle donc des interactions d'échange, notamment en fait, on a une information qui passe, et on a donc un couplage entre guillemets entre le noyau de H et les noyaux de F. C'est pour ça que les hydrogènes ressentent les atomes voisins
et ça va changer leurs propriétés un petit peu. Un exemple, c'est les hydrogènes qui ressentent d'autres hydrogènes à travers des liaisons. Là, on a une molécule où on a 2 hydrogènes ici pour 3 hydrogènes là. Et ce massif-là, ici, quand il est zoomé, on voit qu'en fait, il y a 4 pics. Ici, celui-ci, là, il a 3 pics. Donc, lui, il a 3 voisins, 4 pics. Lui, il a 2 voisins, là, c'est l'intégrale, et il a 3 pics. Et cette valeur, c'est pas l'intégrale, c'est le déplacement chimique. Donc là, ici, entre 0 et 12, vous voyez que celui-ci est plus blindé que celui-ci. Celui-ci est plus déblindé. Il est donc à côté ou dans un environnement chimique où il a perdu de la densité électronique. Pourquoi 3 et 4? Pourquoi un triplet et un quadruplé? Parce que, donc, là ici, nous, on a un CH3 et il a 2 voisins. Ces 2 voisins, ils sont soit tous les deux vers le haut, soit tous les deux vers le bas, soit un vers le haut, un vers le bas, soit tous les 3 vers le haut, soit tous les 3 vers le bas. Et donc en fait, vous voyez qu'en fonction de là, combien il y en a, de leur disposition, eh ben, on va créer des petits changements. C'est-à-dire que si moi, mon proton à moi, mes 3 protons du CH3, ils ressentent cette situation, c'est plus tout à fait le même environnement chimique que si c'est cette situation-là. Donc la quantité de signaux, en fait, ce qu'on appelle le multiplé, il n'indique pas le nombre d'hydrogènes impliqués dans ce multiplé, mais plus combien il a de voisins. Les 2 protons du méthylène sont influencés par les 3 protons du méthyle et réciproquement. C'est-à-dire que là, quand on a un CH2-CH3, le CH3 est influencé par le CH2 et le CH2 est influencé par le CH3. Là, pour le cas du CH2, il a 3 voisins, donc ça va faire 4 possibilités. Soit tous vers le haut, soit tous vers le bas, soit 2 vers le bas et 1 vers le haut, soit 2 vers le haut et 1 vers le bas. En fait, cette statistique suit ce que l'on appelle le triangle de Pascal. Alors, dans le triangle de Pascal, en gros, si tu n'as pas de voisin, il n'y a qu'une seule possibilité, c'est toujours la même. Par contre, dès que tu as un voisin, soit il est vers le haut, soit il est vers le bas, donc c'est un doublé. Si tu as 2 voisins, c'est un triplet. Pour la semaine prochaine, on va ici travailler sur indiquer les hydrogènes chimiquement différents pour cette série de composés. Proposer, alors ça on va pas forcément le faire, je le ferai à la correction. Mais ou alors vous allez m'indiquer lesquels sont plus déblindés que les autres, voilà, à la limite. Donc ici, vous allez en fait travailler sur les formules développées. Prenez le temps à la limite de les chercher. Si vous ne les connaissez pas, vous les cherchez sur la Wikipédia. Et vous allez vérifier leur environnement chimique. Alors comment on fait? Quand vous allez prendre... Alors là ce serait... Juste au passage, c'est le TD analyse RMN.
C2H6, en fait, on pourrait l'écrire CH3, CH3. Comment on fait? On a un carbone qui a 3 voisins hydrogène et un voisin CH3. Là, ici, on a un carbone qui a 3 voisins hydrogène, 3 hydrogènes comme voisins et un CH3. Donc là, ici, chacun ont 3H et 1 CH3 comme voisin. Donc, un seul environnement. Donc, vous devez faire la formule développée. Donc là, on retravaille la partie formule développée. Et il doit être en version anglaise, c'est ça? On retravaille la version développée, la formule développée. Et Et à partir de là, donc là ici on a le propane. Le propane, c'est H3C, CH2, CH3. On a donc un carbone qui a 3 hydrogènes et un CH2. Donc c'est ici par exemple ce carbone, il a 3 hydrogènes homme voisin et l'autre c'est un CH2. Celui-ci c'est la même chose, par contre lui il a que 2 hydrogènes et voisin de 2 CH3. Donc les 2 hydrogènes qui sont là ne sont pas les mêmes que ceux-là et ce carbone n'est pas le même. Donc là il y a 2C et 2H différents. Donc en gros, vous développez, vous faites la formule développée, vous prenez un atome et vous regardez tout ce qu'il a autour. Si c'est la même chose, ce sera le même environnement chimique. Si c'est pas la même chose, ce sera pas le même environnement chimique. Après, l'exercice d'après, c'est est-ce qu'ils ont des voisins? Alors, dans la règle, le couplage, il se fait, on va dire, au maximum à travers 3 liaisons. C'est-à-dire que là, il y a un hydrogène là, le couplage il va faire de la liaison HC, CC, CH. C'est-à-dire que cet hydrogène-là, il ressent cet hydrogène-là, mais par contre cet hydrogène-là, il ressent plus celui-ci. Ce qu'on appelle le 3J pour les couplages. Mais donc, dans l'idée, ce que vous devez faire ici, c'est de dire, ah, est-ce que je ressens celui-ci? Sachez que aussi les hydrogènes équivalents ne se ressentent pas. C'est-à-dire que si on est dans le CH3, les autres hydrogènes du CH3, en fait, tu les ressens pas, puisqu'ils sont identiques à toi. En fait, ils sont synchronisés à toi. Puis il y a un exercice de RMN à la structure, d'accord? Ça c'est avec les tables. Ça, le calcul de masse et de la IN, c'est on sait faire. Ça, maintenant, cet exercice-là, vous pouvez le faire, c'est la règle de l'azote. Vous avez à calculer les masses moyennes, les masses monoisotopiques, les masses exactes, vérifier pour l'azote, etc. Donc ça, c'est possible. Ça, vous pouvez le faire. Alors, les défragmentations. Ouais. Bon, à discuter. Ça, il y a des choses que vous pouvez faire, il y a des choses que vous ne pourrez pas faire. Et voilà. Donc en gros, il y a une grosse partie des TD que vous pouvez faire.
Et donc, on passera la première heure à les corriger. On terminera avec l'infrarouge. Et comme ça, je vous montrerai des exercices de résolution, d'analyse. Avez-vous des questions? Bien. Alors, n'hésitez pas quand vous faites les TD à vous noter les questions à côté, comme ça vous pouvez m'en faire part dès le début de la séance, d'accord, pendant les corrections, etc. Je vous souhaite une bonne semaine, de bien travailler, et on se voit la semaine prochaine. À la prochaine.